Charles Ferdinand Ramus. La grande peur dans la montagne. Chapitre 1. Le président parlait toujours. La séance du Conseil général, qui avait commencé à 7 heures du soir, durait encore à 10 heures. Le président disait « C'est des histoires, on n'a jamais très bien su ce qui s'était passé là-haut, et il y a 20 ans de ça, et c'est vieux. Le plus clair de la chose, à mon avis, c'est que voilà 20 ans qu'on laisse perdre ainsi de la belle herbe, de quoi nourrir 70 bêtes tout l'été. Alors si vous pensez que la commune est assez riche pour se payer ce luxe, dites-le. Mais moi je ne le pense pas. Et c'est moi qui suis responsable. » Notre président, Maurice Pralon, parce qu'il avait été nommé par les jeunes, alors le parti des jeunes le soutenait. Mais il avait contre lui le parti des vieux. « C'est justement, disait Munier, tu es trop jeune. 20 ans, vous ne vous rappelez pas? Nous, au contraire, on se rappelle. » Alors il a raconté une fois de plus ce qui s'était passé il y a 20 ans dans ce pâturage d'en haut, nommé Sassener. Il disait « On tient à nos herbes autant que vous, on a souci des finances de la commune. Seulement, l'argent compte-t-il encore, quand c'est notre vie qui est en jeu ?» Ce qui fit rire. Mais lui, continuant « Que si, comme je dis, et je dis bien, et je redis. » « Allons, disait le président. Les jeunes le soutenaient toujours, mais les vieux protestèrent encore. Et Munier « Je dis la vie des bêtes, la vie des gens. Allons, recommençait le président, c'est des histoires. Tandis que mon cousin Critin est un homme sérieux. On aurait avec lui toute garantie. Et comme je vous dis, ce serait 70 bêtes au moins qui seraient casées pour tout l'été, quand on ne sait déjà plus comment les nourrir ici, à cause de toute cette herbe de là-haut qui s'en va pour rien, devient verte, pousse, mûrit, sèche, et personne pour en profiter. Il y aurait tout au plus pour quelques centaines de francs de réparation. Vous n'auriez qu'à dire oui. Munier secoua la tête. Moi, je dis non. Plusieurs des vieux dirent non de même. Munier de nouveau s'était levé. L'affaire, voyez-vous, rapporterait à la commune 5 000 francs par an, 10 000 francs, 15 000 francs. Elle rapporterait 50 000 francs par an que je dirais non quand même, et encore non, et toujours non. Parce qu'il y a la vie des hommes, et pas seulement leur vie dans ce monde-ci, mais leur vie dans l'autre. Et elle vaut mieux que l'or qu'on pourrait entasser. Dût-il venir plus haut que le toit des maisons. Seulement, le parti des jeunes l'a interrompu, disant « Bon, ça suffit !» Il disait « C'est bon, on n'a qu'à voter. » Il y en avait qui tiraient leur montre. Depuis 3 heures qu'on parle de ça. Qui est-ce qui est pour? Qui est-ce qui est contre? Ils votèrent d'abord pour savoir si on allait voter en levant la main, puis ils votèrent par oui et non. « Ceux qui votent oui, lèvent la main, » dit le président. Il y eut 58 mains qui se levèrent et 33 seulement qui ne se sont pas levées. Chapitre 2. Les négociations commencèrent donc avec Pierre Critin, l'amodiateur qui était de la vallée. À la vallée, ils ont leurs idées qui ne sont pas toujours les nôtres parce qu'ils vivent près d'un chemin de fer. Pierre Critin était cousin du président par la femme de celui-ci, et toute l'affaire était venue d'une conversation que le président avait eue pendant l'hiver avec son cousin, qui s'étonnait de voir cette montagne non utilisée. Le président lui avait raconté pourquoi. Critin avait ri. Et Critin avait ri parce qu'il était de la vallée. Il avait dit au président « Mais moi, cette montagne, je la prends quand tu voudras. »« Ah, si ça dépendait seulement de moi, » avait dit le président. « Écoute, » avait dit Critin, « l'été prochain, je n'aurai plus la Génalette, ils me la font trop cher. Alors je cherche quelque chose. Et c'est comme je t'ai dit, je prends Sassener dès qu'on voudra. Tu devrais proposer la chose au Conseil. Je m'étonnerais qu'il y ait encore de l'opposition, car ton histoire est une vieille histoire, tu n'y crois pas toi-même. Ou quoi? Ma foi, non. Alors, Critin leva son verre de muscat. À ta santé. Et bien sûr, avait-il repris, que je ne pourrais pas vous donner grand-chose la première année, parce qu'il y aurait à remettre les lieux en état. Mais quand on sait s'y prendre, c'est intéressant, une montagne à remonter, disait-il. Moi, ça m'intéresse. Et pour toi, ce serait avantageux aussi.
vu le crédit que ça te vaudrait si tu arrivais seulement à faire que les finances de la commune aillent mieux, car elles ne vont pas très bien, je crois. Pas trop, tu vois. Alors ils ont encore vidé un verre ensemble, dans la cave, puis un verre, et le président... Oh, moi, tu sais, je suis d'accord, il y a longtemps que j'y pensais. L'affaire était seulement de trouver preneur. Mais maintenant, bien entendu, c'est une question qui ne peut être réglée qu'en conseil et par le conseil. Alors, il faudrait d'abord que je voie un petit peu ce qu'on en pense. Ouais, comme ça, préparer l'opinion. Ensuite, je te ferai signe. Entendu. Ils burent un verre. Pour moi, disait Critin, ça ne fait pas l'ombre d'un doute que la chose ne s'arrange, si on sait seulement s'y prendre, car personne n'y croit plus au fond à ces histoires, sauf 2 ou 3 vieux. Tu n'as qu'à y aller carrément, à mon avis, ça ne peut que te fortifier, tu verras, parce que c'est la jeunesse qui est derrière toi. Santé, santé. Et il ne resterait plus qu'à s'entendre au sujet des conditions. Mais sûrement qu'on s'entendra. J'amène mon neveu, Modeste. J'ai la chaudière, j'ai tout ce qu'il faut. On pourrait commencer les réparations au milieu de mai. Tout serait prêt pour la fin de juin. Le commencement de l'affaire avait été cette conversation que le président avait eue avec son cousin à Noël. Et en effet, l'opposition n'avait pas été aussi forte que le président, qui était un peu timide de caractère, ne l'avait craint. Tous ceux qui avaient moins de 40 ans lui avaient dit « Oh, si vous avez quelqu'un, on y aurait pensé déjà comme vous, mais justement, l'ennui c'est qu'on ne voyait personne. Vous savez, ces histoires, ça avait fait du bruit. Mais si vous avez à présent quelqu'un, et quelqu'un de sûr, et quelqu'un de bien garanti, nous on est d'accord. On vote pour. » Il se passa 1 mois, 2 mois. Le président continuait à entretenir avec prudence de son projet les personnes que l'occasion mettait sur son chemin. Quelques-unes hochaient la tête, mais la plupart n'objectaient pas grand-chose. On voyait que ces vieilles histoires d'il y a 20 ans étaient déjà bien oubliées, en effet. Et finalement, le président n'eut qu'un petit calcul à faire. Celui-ci pour, et celui-ci pour, et celui-là contre, ce qui lui a donné un total d'une part et un autre total de l'autre. 2 totaux sans guère de peine, d'abord dans sa tête, puis sur un papier. Alors, il avait convoqué le conseil. Il y avait eu un premier conseil de commune, un second conseil de commune, et les calculs du président, comme on vient de voir, ne s'étaient pas trouvés si mal établis. 58 oui, 33 non. Une belle majorité. Quand même, les vieux n'étaient pas contents et plusieurs, après le vote, avaient quitté la salle des séances. Mais nous autres, on s'en moque un peu, puisqu'il y a eu vote. Et le président pensait « En tout cas, je suis couvert », ce qui était l'essentiel pour lui qui, dès le lendemain matin, avait écrit à son cousin, parce qu'il y avait encore les conditions à débattre, mais elles étaient du ressort de la municipalité, laquelle se composait de 4 membres seulement, tous 4 hommes de moins de 50 ans, depuis ces dernières élections qui avaient porté Pralon à la présidence. C'est la jeunesse qui vient dehors, portant dehors du même coup les hommes de ses idées, et les idées de la jeunesse sont qu'elle est seule à y voir clair, parce qu'on a de l'instruction, tandis que les vieilles gens savent tout juste lire et écrire. La jeunesse l'avait donc emporté. Pierre Critin était reparu. On s'était entendu sur les conditions, sans trop de peine. Ensuite, il avait été convenu qu'on irait voir sur place où les choses en étaient avant de rien conclure définitivement. Il fallut attendre que la neige eût commencé à fondre. Heureusement que l'hiver avait été très froid, mais sec, et le printemps s'annonça de bonne heure. Ce pâturage de Sassener est à 2300 mètres. Il est de beaucoup le plus élevé de ceux que possède la commune, c'est-à-dire 3 autres, mais qui sont sur les côtés de la vallée, tandis que Sassener est dans le fond, sous le glacier. Il arrive qu'à ces hauteurs-là, il y ait encore au mois de juin des 3 pieds de neige dans les parties mal exposées. Le bénéfice de cette année fut pour Critin que la couche blanche se trouva moins épaisse là-haut que d'ordinaire et fut ainsi plus vite usée par la bonne chaleur du soleil qui avait commencé à se faire sentir dès le mois de mars. On n'était pas encore au milieu de mai qu'ils purent monter, et étaient 5, c'est-à-dire le président, Critin et son neveu, Compondu et le garde communal. Ils sont partis à 4 heures du matin avec leurs lanternes et des provisions, sans oublier 1 ou 2 bouilles de muscat,
qui sont de petits barils plats en mélèze de la contenance d'un pot ou 1,5 litre. Ils avaient des souliers ferrés et les 2 critins des jambières de cuir, les autres des guêtres de drap boutonnant sur le côté. On va d'abord à plat sur la rive gauche du torrent, coulant dans un lit très encaissé, entre 2 fortes marges de sable qui apparaissent sitôt que l'eau commence à se faire rare. Mais en cette saison, les bancs de sable et les 2 berges elles-mêmes avaient complètement disparu. On voyait vaguement le torrent haussé à plein au ras des prés, son dos blanc qui semblait bouger sur place. Le bon pays était ici avec son herbe déjà haute, pleine de fleurs. Ici, c'était encore le bon pays où le torrent était silencieux et tout tranquille dans les herbages, comme une bête en train de pâturer. Les hommes marchaient en 2 groupes, le président et Critin plus devant. Le président avait une lanterne, le garde de commune avait une lanterne. On a commencé à monter. On s'éloignait peu à peu du torrent qu'on laissait descendre sur sa gauche comme à la corde, tandis qu'on montait soi-même sur la droite parmi les bosses de terrain qui venaient en avant et se mettaient en travers de votre chemin, de sorte qu'il fallait redescendre. Puis, on recommençait à monter. On a passé devant une petite réunion de fainéants qui vous ont regardé venir, se taisant pour vous regarder venir, après quoi ils ont été se serrer les uns contre les autres, comme pour se dire des choses. On y voyait encore un peu ici, à cause des étoiles et à cause de l'assez grande largeur du ciel. Mais voilà que bientôt, les bords de la vallée se sont rapprochés en même temps qu'on a vu s'avancer à votre rencontre une espèce de nouvelle nuit plus noire, mise dans le pas de l'autre comme pour vous empêcher de passer. Le président leva sa lanterne, qui était une lanterne à vitre carrée, laissant sortir une bande de lumière sur son devant et sur chacun de ses côtés. On a vu chacune de ces bandes s'allonger, l'une frappant en face de vous la pente raide où les pierres ont eu une ombre, les 2 autres faisant venir à droite et à gauche les troncs rouges des pins qui semblaient avoir été cassés à une faible hauteur au-dessus du sol par le vent. On a commencé à cheminer entre ces tronçons de colonnes comme dans un corridor de cave qui était fait par la lanterne, que la lanterne perçait devant vous à mesure qu'on avançait, puis la lanterne l'ôtait de devant vous, alors tout le noir vous croulait dessus. On était pris dedans, on l'avait qui vous pesait sur les épaules, on l'avait sur la tête, sur les cuisses, autour des mains, le long des bras, empêchant vos mouvements, vous entrant dans la bouche, et on le mâchait, on le crachait, on le mâchait encore, on le recrachait comme la terre de la forêt. On se débattait ainsi un moment, comme quand on a été enterré vif, puis la lumière de la lanterne vous ressuscitait à nouveau. Pendant qu'ils allaient, les 5 hommes allaient, et de temps en temps une pierre qu'ils faisaient rouler descendait la pente qu'ils montaient eux-mêmes, mêlant son bruit au bruit de leurs souliers. Plusieurs fumaient, mais dans une nuit pareille, on a beau fumer, c'est comme si on ne fumait pas. On a beau tirer tant qu'on veut sur le tuyau de sa pipe et amener à soi toute la quantité de fumée qu'on veut, faute d'être vue, elle est comme si elle n'existait pas. Ils avaient donc laissé peu à peu leurs pipes s'éteindre et ils les avaient fourrées dans leurs poches. Ils avaient été sans pipe, ils faisaient seulement un peu de bruit avec les pieds, puis l'un ou l'autre disait quelque chose, mais quand on ne peut pas les voir, les mots, c'est comme la pipe. Les mots, eux non plus, n'ont point de goût. Les hommes ont fini par ne plus rien dire du tout. C'est ainsi qu'on a mieux entendu le torrent quand il est revenu avec son bruit. Il a commencé à venir un peu, puis brusquement. À un contour, il a été là dans toute sa force. C'est qu'on était entré dans la gorge. On aurait eu beau crier à plein poumon, on n'aurait pas été entendu. On aurait eu beau tirer des coups de fusil, la détonation n'aurait même pas trouvé sa place dans l'énormité de la rumeur, où il leur a semblé flotter comme pris par-dessous les bras, et ils se sont même arrêtés un instant. Puis de nouveau, on a vu la lanterne du président se soulever, décrivant un demi-cercle. On ne savait trop à quelle hauteur au-dessus du sol, ni comment tenue, ni par qui, allant donc ainsi, comme d'elle-même, en l'air, par ces 2 ou 3 voyages en rond, après quoi les barres de la lumière allèrent frapper sur la gauche une barrière de bois,
Sur la droite, un talus rocheux, tandis que devant vous, le chemin est réapparu, juste assez large pour vous laisser passer un de front. C'est pourquoi les hommes se sont mis en file. Le passage avait été pratiqué là, dans le roc même qu'on avait fait sauter à la mine, tandis que la paroi tombait à pic sur votre gauche, et ainsi le bruit arrivait directement, vous atteignant sous le menton, sous une de vos oreilles, sur un des côtés de votre figure, après quoi, par contraste, il y a eu presque du silence. Il y eut retombée et vide, il y eut qu'il fallut aller chercher le bruit pour le retrouver. C'est qu'on était arrivé dans un renfoncement de terrain. Ils montent, ils vont de nouveau à plat, ils montent. C'est un long voyage que ce voyage du chalet à cause de toute la gorge qu'il fallait longer d'abord d'un bout à l'autre. On compte 4 heures pour la montée en temps ordinaire et 3 pour la descente en temps ordinaire. Mais le commencement de mai n'était pas encore un temps très favorable et les 4 heures se trouvèrent largement dépassées. Pourtant, on avait vu les sapins s'espacer enfin et on commençait aussi à les distinguer jusqu'à la pointe, dans une fine poussière de jour, comme celle que le vent fait lever sur les routes. Il y eut les troncs qui se marquèrent par un peu de couleur plus noire dans le gris de l'air, en même temps qu'en haut des arbres, des espèces de lucarnes aux vitres mal lavées se montraient. Les 5 hommes firent encore un bout de chemin, écartant de devant eux, par-ci, par-là, un dernier rideau d'ombre, puis ils entrèrent tout à fait dans le jour, en même temps qu'ils arrivaient à un espace déboisé, où les lanternes furent seulement 2 petites couleurs sans utilité, c'est pourquoi on les a soufflées. Là, il a fallu qu'ils s'avancent avec précaution à cause d'une large coulée de neige. Critin allait devant avec sa canne ferrée, commençant par bien creuser avec le pied un trou où il enfonçait jusqu'à mi-jambe. Puis, il faisait un pas, et les autres suivaient, un à un, mettant le pied dans les trous faits par Critin. On les a vus ainsi avancer, les 5, par secousses, par petites poussées, et ils ont été longtemps 5 points, 5 tout petits points noirs dans le blanc. Ils ont été dans une nouvelle coulée de neige. Ils ont été dans des éboulis. En avant et à côté d'eux, les grandes parois commençaient à se montrer, tandis qu'ils s'élevaient vers elles par des lacets, et elles descendaient vers eux par des murs de plus en plus abrupts, de plus en plus lisses à l'œil. Ici, il n'y avait plus d'arbres d'aucune espèce, il n'y avait même plus trace d'herbe. C'était gris et blanc, gris et puis blanc, et rien que gris et blanc. Et eux, ils furent de plus en plus petits là-haut, sous les parois de plus en plus hautes, qui furent grises aussi, d'un gris sombre, puis d'un gris clair, puis tout à coup elles sont devenues roses, faussement roses parce que ce n'est pas une couleur qui dure. C'est une couleur comme celle des fleurs, mais une couleur trompeuse qui passe vite, car il n'y a plus de fleurs ici non plus, ni aucune espèce de vie. Et le mauvais pays était venu qui est vilain à voir et qui fait peur à voir. C'est au-dessus des fleurs, de la chaleur, de l'herbe, des bonnes choses, au-dessus du chant des oiseaux parce que ceux d'ici ne savent plus que crier, la corneille des neiges, le chouca au bec rouge, les oiseaux noirs ou blancs ou gris qui peuvent encore vivre ici, mais sans chanson, à part quoi, il n'y a rien et plus personne, parce qu'on est au-dessus de la bonne vie et on est au-dessus des hommes, pendant que le soleil venait, les frappant tous les 5 en même temps sur le côté gauche de leur personne, et l'année est ici de 2 mois, de 3 mois au plus. Seulement on est bien forcé d'y aller chercher le petit peu de nourriture qui peut encore s'y trouver. C'est pourquoi les hommes montaient toujours, et ont été frappés par le soleil sur le côté gauche, puis ils ont été dans le soleil tout entier, ils ont été éblouis par l'éclat des flaques de neige qu'ils ont dû traverser encore. Ailleurs, des avalanches étaient tombées. Ils se rapprochaient de nouveau du torrent. Ils l'ont vu pendre ensuite à des rochers en face d'eux. Ils ont alors fait encore beaucoup de lacets gagnant vers en haut par des lacets, gagnant vers le dessus de cette dernière barrière. C'est ainsi que dans le milieu de la matinée, ils sont arrivés sur le bord du dernier palier de derrière lequel on les a vus sortir,
montrant leurs chapeaux et leurs têtes, montrant ensuite leurs épaules, puis tout le pâturage a été devant eux. Et dans le fond du pâturage venait aussi le glacier qui pendait là, peint en belles couleurs, de même que toute la combe, et ces belles couleurs, toutes ensemble, leur venaient contre. Mais c'est à peine s'ils y ont fait attention. C'est autre chose qui les intéressait. La seule parole que Pralon avait dite à son cousin avait été « Eh bien, tu vois qu'en tout cas, ce n'est pas la place qui manque. » Et Critin avait dit « La place, non. » Ensuite, ils étaient repartis, sans plus. Ils étaient entrés entre des quartiers de rocs hauts comme des maisons, où ils ont enfoncé dans la neige, et ils étaient allés comme dans des petites rues pleines de neige entre ces blocs. Ils étaient sortis d'entre ces blocs, ils s'étaient trouvés dans du cailloutis, puis sur la pente où l'herbe était comme du feutre, humide encore et élastique sous la semelle, parce que la neige venait seulement d'y fondre. Les hommes montaient toujours, ils sont parvenus sous la paroi. Là était le chalet. On ne le distinguait pas d'abord de la paroi à laquelle il s'adossait et où les poutres de son toit, à un seul pan, prenaient naissance dans le roc même. Il fallut s'approcher davantage pour voir que ce toit était crevé à plusieurs places, que la porte ne tenait plus dans ses gonds, que le haut des murs avait laissé tomber beaucoup de ses pierres. Seulement, on s'y attendait. Après avoir bien tout examiné, Critin s'était assis et écrivait des chiffres sur son carnet de poche. Ils avaient fait aller en arrière le bouchon de bois d'une des bottilles qui s'était mise à pendre au bout de sa ficelle. Ils se passaient la botille, ils mangèrent, ils firent le tour du pâturage, ils revinrent. Ils burent de nouveau, ils mangèrent, puis Critin a une question de Pralon parce que la discussion continuait pendant ce temps. « Eh bien oui, à ces conditions, ça m'irait. » Chapitre 3. Ainsi, tout fut arrangé. Des papiers avaient été signés. Dès qu'on put, on envoya là-haut une corvée pour les réparations qui furent si rapidement menées qu'en 15 jours, tout était fini. On monta ensuite des paillasses dont on garnit les cadres où on couchait. Enfin, ce fut la montée de la chaudière à fromage, qui n'était pas une petite entreprise, mais fut menée à bien quand même. Il ne resta plus qu'à engager les hommes qui devaient accompagner le troupeau. Le président, à ce sujet, n'eut pas une bonne impression, il faut le dire. Pendant plusieurs jours, personne ne s'était présenté, puis arriva Clou, et le président n'eut pas une bonne impression quand il vit que c'était Clou qui venait s'offrir le premier. Clou penchait la tête de côté. Il toussotait. « Il paraît, disait-il, que c'est à vous qu'on doit s'adresser pour l'alpage ?» Il s'était mis à regarder le président de dessous celle de ses deux paupières qui pouvaient servir encore, car l'autre était pour toujours immobile sur l'orbite vide du globe de l'œil. Il avait le nez de travers, il avait la partie gauche de la figure plus petite que la partie droite. Il se tenait devant vous, les mains enfoncées dans les poches, il penchait la tête de côté. Il regardait le président avec son œil, qui était le droit. On ne savait jamais très bien s'il vous regardait ou non. On ne savait jamais très bien avec lui, de sorte que le président se trouva embarrassé, n'ayant réussi encore à engager personne d'une part, mais parce qu'il aurait beaucoup mieux aimé d'autre part, s'il l'avait pu, ne pas avoir affaire à cette espèce d'homme-là, à un homme de cette espèce dont plus personne ne voulait depuis longtemps. Alors, il vivait, on ne savait pas très bien de quoi, allant chasser sans permis, allant pêcher sans permis, allant chercher des plantes dans la montagne, allant chercher des pierres, et on disait de l'or aussi, tandis que certaines autres choses, on ne se les disait qu'à l'oreille. « Ma foi, disait le président, tu comprends, c'est de mon cousin que ça dépend. Je le préviendrai. Moi, disait Clou, ça m'arrangerait assez cet été parce que là-haut je serais à portée. Il allait commencer à faire nuit. C'était un samedi soir, ils étaient les deux. Ils avaient monté encore une fois les deux le sentier qui était en arrière du village pendant que Clou parlait avec le président. Ils avaient monté le sentier, ils avaient tourné avec le sentier. Un peu plus loin était la place où ils venaient toujours s'asseoir, ayant le coucher de soleil derrière eux. Il y avait là un trou dans la haie,
Lui s'y engageait le premier, puis il se retournait pour tendre la main à Victorine. Il la prenait par la main, il disait « Attention à ta jupe ». Elle venait toute pliée aussi, faisant paraître d'abord sa tête de l'autre côté du trou. À ce moment, il se redressait, la tenant toujours par la main. Elle venait encore, puis assortit dans le jour, étendue vers lui, sa figure brune où une mèche noire, toute frisée, échappait du peigne, lui tombait jusque sur le nez. Elle la ramenait derrière son oreille tout en se redressant à son tour, puis elle lui souriait avec toutes ses dents qui faisaient une barre blanche au bas de sa figure brune. « Ce sera comme vous voudrez, » disait Clou. « Moi j'ai le temps. Décidez-vous, vous me direz. » Ils avaient le coucher de soleil derrière eux. Derrière eux, ils avaient la haie, ils s'asseyaient dans l'herbe. Ils étaient bien, ayant le coucher de soleil et aussi la haie derrière eux. En avant d'eux étaient les prés en pente, au bas desquels il semblait que le village s'était laissé glisser, comme les gamins font sur leur fond de culotte. Il y avait un peu en avant du torrent, sur une partie assez plate, où elle s'était arrêtée, cette réunion de petits toits, et ils se tenaient serrés là, sous leur petite fumée bleue. À travers la couleur de ces fumées, on voyait la couleur des ardoises, la couleur du bois, on voyait les ardoises grises. On voyait ces murs faits en vieilles poutres qui étaient rouges ou brunes ou noires sur des soubassements passés à la chaux. On voyait que les toits se tenaient ensemble, s'étaient mis ensemble, aimant à être ensemble, se serrant les uns contre les autres avec amitié. Et Clou disait que ça ne pressait pas. On voyait aussi derrière leurs barrières les jardins qui commençaient à être verts et à se tacher de jaune, de bleu, de rouge. Ils étaient bien derrière la haie, parce qu'ils s'y trouvaient à l'abri des regards. Il y avait en face d'eux les montagnes qui devenaient roses. On entendait causer dans les ruelles, on entendait des portes tourner sur leurs gonds rouillés, on entendait le bruit du verrou de l'étable à cochon pousser longuement son cri, tout pareil à celui des bêtes qu'il tient enfermées. À ce moment, Clou avait fait demi-tour sur lui-même, n'ayant pas ôté les mains de ses poches. Il avait dit « Ça aurait été commode pour moi, voilà tout. Enfin, décidez-vous. » Il faut dire qu'il savait qu'on avait peur de lui, alors il en profitait. Et alors la montagne n'a plus été rose, elle a été jaune. On donne des coups de marteau, quelqu'un scie du bois. C'était le soir, au commencement de juin, et à un moment où les hommes qui devaient monter au chalet auraient dû être déjà engagés. Cependant, il ne s'était encore présenté personne, sauf Clou, comme on vient de voir. Alors ils se tenaient là-haut, les deux, une fois de plus, sous la haie. Longtemps ils n'avaient rien dit. À présent, la montagne devant eux était grise, même les plus hautes pointes avaient été déshabillées de leur couleur dans le ciel. Ils continuaient à ne rien dire. Elle attendait qu'il parlât le premier. Finalement, elle s'était tournée vers lui, elle commençait à être étonnée. Elle l'a regardé une première fois. Elle le regarde encore comme pour lui demander « Qu'est-ce qu'il y a ?» C'était dans le temps que la montagne était devenue toute grise, comme quand la cendre se met sur la braise. On a entendu claquer des fouets, on a vu les vaches venir boire à la fontaine. Elles faisaient des taches sombres, car la race d'ici est une petite race noire. On a parlé encore dans le village, et Clou venait de s'en aller, l'épaule gauche plus basse que l'épaule droite. C'est alors que Victorine a regardé encore Joseph. Il se taisait toujours. Il a vu qu'il n'allait pas pouvoir se taire plus longtemps, et ce fut sous la haie, là où ils avaient été déjà si souvent ensemble. Tout à coup, « Écoute, Victorine », après le grand silence qu'il y avait eu entre eux, et le silence à présent commençait à être partout, sauf l'eau qui coule, les feuilles qui bougent, ou le bruit de la clochette qu'on laisse au cou de la chèvre et qu'elle secoue toute la nuit, mais les hommes se taisent, et le bruit des hommes se tait. Les hommes sont rentrés chez eux, ils mangent la soupe. Et c'est comme si Joseph avait attendu exprès jusqu'à ce moment pour qu'elle entende mieux ce qu'il avait à lui dire. Il a repris « Sais-tu, j'ai fait des comptes. Il va nous manquer 200 francs si on veut se marier à l'automne. Ou bien, si tu ne veux plus. » Il la regardait du coin de l'œil. Il a vu qu'elle tournait la tête vers lui, puis qu'elle l'a baissée.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.